justement pleinement de leur art. Et grâce au mécénat, on va pouvoir justement créer toutes ces initiatives au profit des artistes, mais également au profit de différents publics. Aujourd'hui, 80 sociétés participent au réseau Omar. Parmi elles, GSF Mercure, une entreprise spécialisée dans le service et la propreté, a priori plutôt éloignée de l'art. Et pourtant, Stéphane Lafay, son directeur général, a tout de suite adhéré au programme. On a notre rôle à jouer aussi, donc pour moi l'incubateur c'est ça, c'est de dire voilà, faites parler votre créativité, gagnez en motivation, gagnez en confiance, et puis nous on est là pour vous aider à mettre le pied à l'étrier. Et alors ce partenariat, comment il se concrétise tout au long de l'année? Il y a des choses spéciales qui se passent dans votre entreprise? Déjà il y a ces triptyques qui viennent dans mon entreprise et qui se baladent un peu partout, puisque on a quelques tableaux qui sont à la fois diffusés au sein des établissements, en salle de réunion, qui sont des lieux d'échange. Et donc les salariés, en fait, grâce à cela, découvrent l'art qu'ils ne connaissent pas toujours, qu'ils ne fréquentent pas toujours. Et grâce à cela, ça attire leur curiosité. C'est une façon pour eux de découvrir les artistes, d'aller beaucoup plus loin, d'ouvrir les débats. Et pour nous, c'est une façon de les intéresser et de les emmener dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Tout au long de l'année, le réseau Omar organise des événements, un festival. Il propose aussi des ateliers créatifs dans les quartiers, dans les EHPAD, mais aussi auprès des enfants hospitalisés. Car vous l'avez bien compris, l'ADN de ce programme, c'est de rendre la culture accessible à tous. Tout de suite, retrouvez votre édition nationale et internationale. Des avions cloués au sol et des perturbations massives partout dans le monde. Airbus a ordonné d'immobiliser 6000 de ces avions A320 pour une mise à jour du logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires. Morgane Bouvier et Lou Cricorian. Des milliers d'Airbus A320 cloués au sol et des passagers dans l'incertitude. Hier soir, ce groupe de vacanciers n'a pas pu décoller pour la Roumanie. Nous sommes montés dans l'avion et on nous a dit qu'il y a un problème au soft et nous devons descendre et annuler le vol. Ce matin encore, des dizaines de vols sont annulés. Racontez-nous. Alors je partais à Toulouse pour le week-end et je viens de recevoir un message comme quoi j'aurais une annulation de vol. J'aimerais bien juste comprendre pourquoi. En cause, un logiciel de commande à mettre à jour en urgence. Fin octobre, un avion de la compagnie américaine JetBlue avait dû se poser en catastrophe en Floride. Des radiations solaires intenses ont endommagé des données informatiques essentielles au fonctionnement des commandes de vol. Tous les avions modernes ont des circuits informatiques qui circulent dans les avions avec des petites boîtes dans lesquelles il y a des calculateurs et que tout ça, c'est blindé, c'est durci pour résister à tout un tas de phénomènes électromagnétiques, électriques, des ondes radio et évidemment des rayonnements solaires. Donc, on a pris des mesures immédiates pour se protéger et augmenter le standard de protection. Airbus a rappelé 6000 avions, la plupart pour une simple mise à jour du logiciel. Les compagnies y ont travaillé dès cette nuit, selon le ministre des Transports. Les opérations de maintenance sur les appareils et notamment sur ce fameux logiciel qui est sensible aux radiations solaires a pu être réalisées en grande partie dans la nuit. Mais aux quatre coins du monde, les annulations sèment la pagaille, comme au Japon ou encore en Colombie. Air France, de son côté, annonce un retour progressif à la normale dès demain. Emmanuel Macron veut interdire le portable au lycée dès la rentrée prochaine. Mais les lycéens comme les enseignants ne le voient pas d'un très bon œil. Cette mesure, déjà utilisée au collège, n'est pas appliquée dans tous les établissements. Les explications de Florence Méréo. En arrivant en cours, les lycéens vont-ils devoir poser leur sacro-saint téléphone toute la journée? L'idée fait son chemin, elle fait surtout débat auprès des élèves. Moi je suis en terminale, j'ai bientôt 18 ans et savoir que j'ai bientôt la majorité et que j'ai encore des restrictions comme le téléphone portable, je trouve que je me sens assez grande et mature pour faire attention à ce téléphone. En vrai je peux comprendre cette mesure parce que maintenant les jeunes de plus en plus ils passent du temps sur les écrans. Du coup les notes baissent. Pas téléphone pendant 10 heures, je pourrais pas. Enfin, je suis addict au téléphone.
Cet établissement a déjà banni les portables en dehors des récréations. Mais pour le président de la République, il faut aller encore plus loin. On a en fond une crise de l'attention. Ce qui est terrible pour apprendre et pour vivre en société et échanger. Et à partir de la rentrée prochaine, on veut faire plus de portables au lycée pour vraiment aller au bout de cette démarche. Mais 0 portable dès la rentrée, c'est pour les chefs d'établissement un casse-tête assuré. Un lycée comme le mien, à 1200 élèves, c'est 3 surveillants par jour. Donc évidemment que se pose la question de faire appliquer une règle contestée, voire rejetée par les lycéens. Dans les collèges, le téléphone est déjà interdit depuis 2018. Officiellement en tout cas, car dans les faits, comme ici à Rennes, les élèves ont du mal à décrocher. Tout le monde l'utilise, mais pas forcément se fait surprendre. Donc tout le monde l'utilise en cachette en fait? Ouais, à peu près. Pas tout le monde. D'accord. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Selon les syndicats, la priorité n'est pas l'interdiction du portable, mais déjà de réussir à mettre des professeurs dans chaque classe. À l'étranger, de fortes explosions ont secoué Kiev, la capitale ukrainienne ce matin. 600 000 personnes sont privées d'électricité. Un peu plus tôt, une attaque russe de drones a fait au moins 1 mort et 11 blessés. Une attaque qualifiée de terroriste par le chef de l'administration militaire. Quelques heures avant cette attaque, Volodymyr Zelensky a dû se résoudre à limoger son chef de cabinet, Andreï Yermak, soupçonné de corruption. Son départ tombe au plus mauvais moment pour le président ukrainien, en pleine négociation sur le plan visant à mettre fin à la guerre contre la Russie. Le bras droit de Volodymyr Zelensky, son conseiller le plus proche, son homme de confiance. Les mots ne manquent pas pour qualifier Andreï Yermak. Pourtant, hier, le président ukrainien a dû se résoudre à lâcher ce fidèle parmi les fidèles, embourbé dans un vaste scandale de corruption. Andreï Yermak a présenté sa démission. Je lui suis reconnaissant d'avoir veillé à ce que la position de l'Ukraine soit fidèlement défendue dans les négociations. Une position patriotique, mais je ne veux ni rumeurs ni spéculations. Rumeurs et spéculations autour d'un système criminel aux 86 millions d'euros détournés dans le secteur de l'énergie. Hier, le domicile d'Andreï Yermak a été perquisitionné. Les deux hommes se connaissent avant même l'arrivée de Zelensky au pouvoir. Au moment où la guerre éclate, Yermak est ce que l'on appelle un homme des bunkers, directement sur le terrain, aux côtés du président. Numéro 2 du pouvoir ukrainien, il était de toutes les rencontres, de tous les sommets pour la paix. Pas plus tard que la semaine dernière, lors des négociations à Genève. Ce matin, les Ukrainiens sont sévères et inquiets. Les deux hommes étaient proches. Ça peut poser problème à Zelensky, mais il doit penser au peuple avant tout. Tout le gouvernement est corrompu. Tout le pays est corrompu. Yermak avait gagné la confiance des Américains et des Européens. J'espère qu'on trouvera un responsable compétent en Ukraine pour défendre nos intérêts. Cette démission forcée au sommet de l'État arrive au pire moment pour le pays. Donald Trump exerce une très vive pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il signe enfin l'accord de paix américain avec la Russie. Ce sont ses premiers pas sur la scène internationale. Léon XIV est arrivé il y a 3 jours en Turquie. Un premier voyage du souverain pontife à l'étranger sous les regards du monde entier. Le pape a visité ce matin la mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville. Après cette visite en Turquie, Léon XIV se rendra au Liban. Pour son premier voyage à l'étranger, le pape a choisi d'œuvrer pour la paix au Moyen-Orient. Ce matin, il s'est rendu dans un lieu hautement symbolique, la mosquée bleue d'Istanbul, 11 ans après la visite du pape François. Léon XIV a déambulé dans ce monument emblématique de l'ancienne capitale ottomane. À l'extérieur, ce commerçant turc se réjouit de cette visite. C'est très bien qu'il ait d'abord visité un pays musulman. Cela montre qu'il accorde de l'importance aux musulmans. Pas de prise de parole du pape ce matin, mais hier, lors d'une prière œcuménique, il a appelé à la fraternité entre les religions. Nous devons fermement rejeter l'usage de la religion pour justifier la guerre.
la violence ou n'importe quelle forme de fondamentalisme ou fanatisme. À la place, le chemin que nous devons suivre est celui de la fraternité, du dialogue et de la coopération. Léon XIV est aussi venu soutenir les chrétiens locaux, qui ne représentent plus qu'une infime minorité de la population. Des touristes sont venus suivre la messe à la cathédrale du Saint-Esprit à Istanbul. C'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues de toute ma vie. Je suis très excité parce que c'est la première fois que je vois le pape d'aussi près. À son arrivée à Istanbul, c'est le président turc Erdogan qui a accueilli le pape. D'après les experts, Léon XIV se veut plus diplomate que son prédécesseur. François, il avait ce côté très interpellant, très vigoureux parfois dans ses propos. On sent que Léon XIV, il met plus de rondeur, il met peut-être plus de forme. On voit que c'est un pape qui est prudent. Après cette visite de 4 jours en Turquie, le pape se rendra demain au Liban. Notre dossier s'intéresse ce soir à un ossuaire unique au monde. Les catacombes de Paris sont abritées dans les sous-sols du 14e arrondissement de la capitale. Le site, aménagé à la fin du XVIIIe siècle, est la dernière demeure de millions de Parisiens. Depuis le début du mois, le lieu est fermé au public pour travaux. Les catacombes font l'objet d'une campagne de restauration historique qui va durer 5 mois. C'est une visite incontournable dans la capitale. Chaque année, près de 600 000 curieux s'engouffrent dans ces galeries remplies d'ossements. Je viens pour le frisson, pour être honnête. C'est incroyable. Je n'avais encore jamais vu de squelette. J'ai jamais rien vu de pareil. Une cité de la mort. C'est sinistre, mais c'est un formidable témoin de l'histoire. L'histoire du plus grand ossuaire au monde. Un lieu prisé des touristes étrangers et pourtant méconnu des Parisiens. Ces ouvriers en connaissent les moindres recoins. Tiens, j'ai une belle face pour toi. Ah, merci. Au royaume des défunts, la mort doit être présentable. Le crâne, c'est surtout... il faut qu'on voie bien ses yeux anciennement apparents, le nez, anciennement la mâchoire. Certains, ils ont encore des dents. Et à l'arrière du crâne, il ne faut pas qu'il y ait de trous ou de fêlures, de cassures. Il faut qu'il soit vraiment bien rond. Crâne, fémur, tibia, ces spécialistes remontent ces murs d'ossements appelés des hagues. Ils appliquent la technique de la pierre sèche. La logique de montage est exactement la même, c'est-à-dire l'imbrication, le harpage entre les ossements, donc le harpage entre les pierres, un peu la friction pour faire la tenue, le poids. Ces ossements, ce sont les restes des Parisiens enterrés pendant des siècles au cœur de la capitale. Voici qu'en creusant une tranchée en plein cœur du Paris commerçant, les terrassiers ont mis à jour des quantités d'ossements, vestiges du cimetière des Innocents qui, dès avant l'an 1000, engloutit des centaines de milliers de Parisiens. En 1780, le cimetière des Innocents déborde. Il est définitivement fermé. Les morts sont exhumés avant d'être enfouis à 20 mètres sous terre dans ces anciennes carrières dont Gilles Thomas connaît tous les secrets. C'est l'architecte Charles-Axel Guillaumeau qui fait transférer les dépouilles des Parisiens. Il va les faire transporter dans cet emplacement qui va devenir les catacombes. Et suite à ça, on va transférer entre 1786 et 1814 les ossements de 17 cimetières parisiens. Décors antiques, citations poétiques et références catholiques seront ajoutées une vingtaine d'années plus tard par Éricard de Thury, un ingénieur des mines. Éricard de Thury, il a l'idée de présenter de manière respectueuse et solennelle ces ossements au public. Parce qu'il faut bien imaginer que les ossements, ils ont été transférés en charrette, qui sont arrivés au-dessus des puits, qu'on les a balancés par des puits de 20 mètres et qui sont venus en tas, en pyramide. Cette conservatrice en archéologie veille sur ces restes humains. Le passage des visiteurs et l'atmosphère confinée déforment peu à peu les hagues. On voit qu'elle a une déformation importante, elle est très ventrue. De par l'humidité, évidemment, il y a le développement des moisissures. Le fait que ce soit
Un patrimoine mobile qui bouge peut aussi occasionner des fragmentations, des écrasements. Ventilation, scénographie, une vaste campagne de rénovation des catacombes a débuté. Elles resteront fermées au public jusqu'au printemps 2026. La somme fera des envieux. Le jackpot de l'euro-million de plus de 170 millions d'euros a été remporté hier soir en France. Mais ce n'est pas une somme record, car en août dernier, 250 millions d'euros avaient été empochés par un groupe d'amis. Ils jouaient ensemble pour la première fois. Victoire, émotion, pour vibrer au rythme des grands événements sportifs. C'est tout le sport, le magazine emblématique de la rédaction des sports. Tout de suite. Déjà disponible sur France.tv. Monsieur Kandinsky. Valentin me fait peur. C'est mon jardinier. Très vite, j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez lui. C'est le diable en personne. Un témoignage posthume fait ressurgir une enquête oubliée. Un meurtre et un suicide à l'Odin dans la même journée. Peut-être que les deux affaires sont liées. Vous ne connaissez pas le tueur? Bien sûr que non. Il était là. Inédit, Le Voyageur avec Annelise M et Bruno Debrandt sur notre plateforme et ce soir à 21h10 sur France 3. Ce programme est disponible en audio description. Retrouvez votre série avec la CASDEN, la banque coopérative de la fonction publique. Votre série avec la Halle au Sommeil, spécialiste de la literie française et des canapés pour tous les budgets. Déjà sur France.tv. C'est 70% des composants de la TATP, c'est un explosif plus puissant que le TNT. Putain, il y a une bombe. Bon, nous on a évacué tout le monde, le périmètre est bouclé. Mais arrête tes conneries, t'es pas en cours de physique-chimie là, Lola, c'est une bombe. Arrête, faut que je me concentre. Tom et Lola, 2 enquêtes inédites sur notre plateforme et mardi soir à 21h10 sur France 3. Regardez la météo climat avec Tramier. Un délicieux vinaigre balsamique sans résidus de pesticides pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Tramier, transmettre le goût, le vrai. Profitez de bons moments en intérieur et en extérieur. La météo climat avec Akena. Akena, véranda, extension, pergola, abri voiture. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, dans votre journal Météo Climat, nous partons en Nouvelle-Calédonie où UVA est devenu l'un des tristes symboles de la montée des eaux. Nous verrons comment les habitants inquiets mais résilients tentent de trouver des solutions pour limiter les dégâts. Mais avant, un coup d'œil à vos prévisions météo avec cette dépression qui s'éloigne vers l'Europe du Nord et cet anticyclone, cette dorsale anticyclonique qui approche et qui va nous protéger en tout cas les prochains jours. Ce soir, la perturbation d'aujourd'hui est encore présente entre la Nouvelle-Aquitaine et les frontières du Nord, un petit peu plus calme pour l'Est du pays. Et demain, on va retrouver cette perturbation qui se sera un petit peu enfoncée. On va la retrouver des Pyrénées jusqu'en Alsace avec à l'arrière un ciel de traîne avec quelques éclaircies qui se mettront déjà en place sur l'ouest du pays. Ça sera le cas également l'après-midi. Je vous le disais, c'est cet anticyclone qui va nous protéger, nous apporter un petit peu de soleil sur ces régions. La perturbation, elle va continuer son chemin. On la retrouvera essentiellement sur les régions de l'Est avec de la neige en moyenne montagne sur tous les reliefs. Pour les températures, ça baisse un petit peu, surtout sur le centre-est, moins 2 degrés en moyenne sur le centre-est. La moyenne ailleurs ira de 4 à 9 degrés. Et puis dans l'après-midi, on perdra également quelques degrés par rapport à aujourd'hui. 8 à 14 degrés, voire 15 à Nice, jusqu'à 16 pour la Corse. Lundi, nous aurons une nouvelle perturbation qui va concerner essentiellement les régions du Nord, en tout cas Nord-Ouest et la pointe Nord, avec un bon coup de vent, des rafales de vent qui iront jusqu'à 100 km à l'heure sur les bords de Manche. Une perturbation qui va rentrer un petit peu plus dans les terres mardi. On la retrouvera sur les régions les plus à l'Est, vous le voyez, mercredi, avec des températures de saison. Comme promis, direction UVA, en Nouvelle-Calédonie, où on subit, comme de nombreuses autres îles, l'érosion côtière. Alors, comment les habitants se protègent, ou du moins tentent de limiter ce phénomène naturel qui est amplifié par le dérèglement climatique? Élément de réponse dans ce reportage. On la surnomme l'île la plus proche du paradis. Mais la montée des eaux représente une grande menace pour elle.
D'année en année, la plage de sable blanc qui fait sa beauté perd du terrain comme ici à Banouch. Rachel, habitante de cette tribu du centre, constate les effets de ce phénomène climatique. Quand il y a des cycloniques, c'est là qu'on voit vraiment la montée des eaux, c'est-à-dire quand c'est les vagues. Là, quand ils se cassent, après, ça, tu vois, ça s'écroule presque sur la route, tu vois. Et c'est comme ça, puis après, ça redescend. Mais c'est vrai que depuis qu'on est là, on a moins de sable maintenant, tu vois. Une des solutions qui limiterait les impacts de la montée des eaux, c'est cette barrière naturelle appelée fascine de coco. Au programme également, le reboisement du littoral. 8 pépiniéristes locaux ont déjà été identifiés. Donc voilà, comme on peut le constater ici aujourd'hui, c'est que ces arbres-là qui étaient debout il y a un peu plus de 2 ans, aujourd'hui avec l'effet de l'érosion et de la montée des eaux, on va dire qu'ils sont morts. Et donc du coup, nous au niveau de la mairie, on a dû réagir en installant ces pieux-là pour pouvoir freiner l'effet de l'érosion. Collectivités et habitants sont conscients que rien ne peut stopper la montée des eaux, mais ils œuvrent au quotidien pour limiter les dégâts de ce phénomène climatique. Pour agir, vous le savez, il vous suffit de scanner le QR code qui s'est affiché sur vos écrans. Vous pouvez le faire également si vous avez des questions. Demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les André. On perdra également 2 minutes de soleil. Et ce soir, c'est votre série, Le Voyageur, sur France 3. C'était la météo climat avec Tramier. Le meilleur de la nature avec des produits sans résidus de pesticides pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Tramier, transmettre le goût, le vrai. Profitez de bons moments en intérieur et en extérieur. C'était la météo climat avec Akena. Akena, véranda, extension, pergola, abri voiture. Inédit sur France Télévisions. Qui ose me déranger? Ça fait peur, hein. Alors, s'entend, il va dire, il a pas un coup. Non, non, mais tu ne bouges pas. Mais je ne peux pas bouger. Lunaire ou terre à terre, les trajectoires se croisent entre confidence et bonne humeur. J'ai pas le temps, Michel, tu sais. Retrouvez Lio, Boudère et Bernard Montiel sur le canapé rouge. Va se faire couper au montage. Michel Drucker présente Vivement Dimanche, demain à 13h35 sur France.tv et sur France 3. Savoir donner. Florent Pagny fait son taratata. Merci à tous les artistes et merci à Florent de les avoir réunis. Ma liberté de penser. Merci à vous, bienvenue chez moi. Sera bienvenue chez moi. Avec Nagui, Florent Pagny fait son taratata, ce soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2. Avec G-Winball, devenez le champion des bons plans. Avec nous, chaque paiement vous protège aujourd'hui et demain. Garantie anti-inflation, remise immédiate et bientôt cashback, bons plans et protection voyage. Utilisez G-Winball et profitez de tous vos avantages. G-Winball, la solution contre la hausse des prix. Rendez-vous sur juventus.winball.com. Vous aimez la fibre? Mais oui, j'adore avoir une super connexion à la fabrique de jouets. Ok, alors passez à la boîte Soch en Wi-Fi 7 à 24,99€ par mois sur le réseau fibre Orange. Ah, c'est super. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Soch! Vous aimez les fibres? Mangez des poireaux? Ho ho ho, très bonne blague. Merci. Soch! Je m'appelle François, je suis cultivateur de plantes bio et françaises en France. Où la fierté, c'est quand il y a des messages qui peuvent nous revenir, en fait, des consommateurs de jardins bioéthiques qui vont dire on adore votre tisane. C'est un gros kiff. Jardin bioéthique, 30 ans que notre jardin est dans votre maison. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Rendez-vous à partir du 6 février sur France Télévisions. Vous vous demandez peut-être ce que Clarisse Agbenienou fait ici, à Nogent-sur-Marne. D'habitude, vous la voyez plutôt faire ça. Mais nous, on a voulu savoir ce qu'il y a derrière. Clarisse Agbenienou hors jeu, ça donne ça. Coucou, comment ça va? Ravie de te retrouver juste à côté de ton nouveau chez toi. Yes. On n'est pas deux dans hors jeu. Non, on n'est pas deux. 2,5. 2,5. C'est pas mal, hein?
Tu viens d'annoncer que tu étais enceinte de ton deuxième enfant? C'est ça exactement. Raconte-nous un petit peu l'annonce, comment ça s'est passé?